Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La journée internationale de la paix est célébrée aujourd'hui au Mali. Elle intervient dans un contexte où le pays est en quête de stabilité. Parmi les principaux enjeux, la mise en œuvre de l'accord pour la paix. 3 ans après la signature de cet accord, le bilan ne satisfait pas beaucoup de Maliens. Quels sont les obstacles et comment y faire face? Nos invités, Mohamed Ould Mahmoud, porte-parole de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA, Fahad Ag Al-Mahmoud, secrétaire général du Gacha, membre de la plateforme SBIT Ag Akado, membre de la société civile. Je suis Mohamedou Touré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Avant de commencer le débat, nous allons écouter ce reportage de Hamadoun Hammamaïga. La justice ou encore la sécurité, tous ces points de l'accord n'ont pas connu assez d'avancées notoires. C'est ce qu'affirment les autorités maliennes. Selon le ministre de la Cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale, 3 ans après la signature, l'application de l'accord d'Alger n'est pas satisfaisante. Monsieur Lassine Bouaré. Reconnaissons-le que le niveau de mise en œuvre de l'accord n'est pas à hauteur de souhait en termes d'avancement sur chacun des principaux points, notamment les questions institutionnelles, les questions de sécurité, les questions de développement, mais également les questions de justice, réconciliation et les questions humanitaires. Et les questions fondamentales comme le DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion, sont certainement amorcées, mais n'ont pas encore atteint ce qu'on pourrait appeler un point de non-retour. Selon le président du CSA, il faut que les choses aillent plus vite. Pour cela, le Conseil de sécurité de l'ONU veut que toutes les parties prenantes de l'accord renouvellent leur engagement dans un nouveau document appelé Pacte pour la paix. Selon Mohamed Boutache, cela va permettre de donner un coup d'accélérateur à cet accord. Donc maintenant, il s'agira encore une fois d'aller beaucoup plus vite. D'ailleurs, c'est un petit peu dans cet esprit-là, dans cette perspective, que l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, se propose d'élaborer en coopération avec le gouvernement de la République du Mali, les autres parties signataires de l'accord et la médiation internationale, ce qu'ils appellent un pacte pour la paix, qui sera en fait tout simplement un renouvellement de l'engagement des parties signataires de l'accord à aller de façon plus déterminée dans cette mise en œuvre. SBIT Akado, quel bilan faites-vous de la mise en œuvre de cet accord pour la paix? Merci Mahamadou. Le bilan, 45 minutes ne suffirait pas, n'est-ce pas, à l'étayer intégralement. Pour aller vite, le constat aujourd'hui est que, comme le journaliste l'a dit tout de suite, comme le ministre même l'a reconnu, le bilan, il n'est pas élogieux. Il est très en deçà des attentes des populations. Pour la simple raison que la situation qui a amené à la signature de cet accord-là et l'application de l'accord, aucun de ces faits-là, n'est-ce pas, n'a pu ramener la quiétude ni au Mali, encore moins dans les régions du Nord, où aujourd'hui, vous le savez, les populations se regardent dans une totale méfiance. Chacun se méfie de l'autre. Personne n'est libre. Mais la signature de cet accord n'a-t-elle pas stabilisé, même si c'est un tout petit peu, la situation? Non, elle ne peut pas stabiliser. Vous signez un accord avec des groupes armés. Vous signez un accord sans tenir compte du reste des populations du Mali et particulièrement des populations du nord du Mali qui ne sont pas toutes engagées par cet accord-là. Il faut le reconnaître. On ne va pas revenir là-dessus. C'est quand une chose est mal partie, elle ne peut pas donner satisfaction. Donc, encore une fois, la signature, vous le savez, il y a combien d'années que cela est signé? Les Maliens ne se sont pas opposés, forcément opposés à cet accord-là. Aucune action n'a été menée par les Maliens contre cet accord-là, mais c'est entre les protagonistes même que ça ne marche pas. Ça veut dire que c'est mal parti dès le départ. Je ne sais pas comment des gens vont s'asseoir des semaines durant pour signer un accord et qui n'arrivent pas à l'exécuter. Ça veut dire, quelque part,
que c'est nous, les Maliens, qui sommes floués. D'accord, ils vont répondre à cela. Alors, Fahad Al-Mahmoud, est-ce qu'il y a un problème entre les parties prenantes de l'accord pour la paix? Merci beaucoup. À la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun problème, en tout cas aucune belligérance entre les partis signataires, que ce soit entre les mouvements ou entre les mouvements et le gouvernement. Il faut noter que depuis la signature de l'accord, il n'y a aucune belligérance entre le gouvernement et ses anciens belligérants, notamment de la CEMA. Il est resté quelques temps une belligérance entre la CEMA et la plateforme. Aujourd'hui, on est à un an, un jour de la signature entre la CEMA et la plateforme et aucune violation n'a été presque mentionnée. Alors pourquoi ça n'avance pas comme le pensent certains observateurs, la mise en œuvre de l'accord? Moi, je pense que l'accord n'a pas... la mise en œuvre de l'accord, il faut le préciser, est strictement réservée au gouvernement. C'est au gouvernement de mettre en œuvre l'accord. Alors, quel est le rôle de la plateforme et de la CEMA dans ce cas? La CEMA et la plateforme sont là pour tenir compte des engagements pris par les partis et les exécuter. Mais dire que tel acte va être pris aujourd'hui dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, la mise en œuvre de l'accord appartient intégralement au gouvernement du Mali. D'accord. Mohamed Ould Mahmoud, vous êtes le porte-parole de la CMA. Que pensez-vous de cette situation? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Bon, d'abord, on vous remercie de nous donner cette opportunité pour parler de ce problème qui préoccupe l'ensemble de la communauté malienne, mais aussi de la communauté internationale. D'abord, je confirme ce que Fahad dit, la belligérance n'existe plus aujourd'hui entre les partis. Et pour la première fois aujourd'hui aussi, on a un portage institutionnel de cet accord. Depuis plus de 3 ans et quelques, il n'y avait pas ce portage institutionnel. On ne savait pas quel est le département qui était le premier responsable pour la mise en œuvre. Mais aujourd'hui, la situation est beaucoup plus claire et le ministre de la cohésion sociale et de la paix va être désormais le ministre coordinateur pour la mise en œuvre de l'accord. Et comme il l'a dit, c'est vraiment le renouvellement de l'engagement de différentes parties. Nous avons beaucoup attendu cette situation, de la clarification de qui est responsable de quoi, hein, pour essayer de voir quelles sont les activités qu'il faut mettre, quelles sont les responsabilités, où est-ce qu'il faut les situer. Sur ce plan, avant d'arriver à cela, on va se dire qu'aujourd'hui, les partis aussi ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de stabiliser la situation sur le terrain. Aujourd'hui, on a les mécanismes opérationnels de coordination qui sont les MOC, qui sont en train de prendre forme. Certes, il y a eu des difficultés, mais aujourd'hui, c'est quand même une base de confiance, de mise en confiance des différents acteurs, et peut-être même ça va être une unité de mise en place de l'armée reconstituée à redéployer dans les régions du Nord. Donc, il y a des avancées notoires sur le plan de la défense et de la sécurité. Il y a des avancées notoires sur la question de politique et de l'institutionnel. Les régions de Taudeni, Menaka et le cercle d'Achiboro et d'Al-Moustara sont presque opérationnels. Il suffit seulement aujourd'hui de finaliser encore ce processus. Il y a un découpage. On a une feuille de route qui existe entre nous et le gouvernement. Et je pense que les gens ont fourni un maximum d'efforts pendant la petite période de la campagne comment on appelle, électorale présidentielle, pour essayer de stabiliser. Et les partis aussi, comme l'a dit Fahad, on a pris part ensemble avec le gouvernement à rendre possible ces élections un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Ce qui n'était pas possible il y a 3 ans ou il y a 2 ans et demi. D'accord. Beïti pense que les préoccupations des populations à la base n'ont pas été prises en compte dans l'élaboration de cet accord. Bon, moi, je peux rebondir sur ça, c'est ce que notre collègue de la société civile pense. Je me rappelle à Alger, dès le premier round, la société civile malienne a participé dans l'ensemble de sa diversité par rapport à cet accord, aux négociations de cet accord. Certes, peut-être qu'il y a un problème. Participer pour observer ou participer aux négociations même? Aux négociations, aux discussions, aux problèmes, pour la définition même du problème, de quoi et comment prendre en charge la question de la société civile. Ça a été fait. Mais je ne dirais pas que c'est suffisant. Et peut-être qu'il y a un problème, comme l'a dit même le ministre en charge,
il y a un problème de communication par rapport à cet accord. Quand on est venu à Bamako, on a fait la signature, il n'y a eu pas cette stratégie de communication, de le faire approprier par les populations, de le sensibiliser les populations de l'ensemble. Et moi, je ne vois pas seulement les populations du Nord. Cet accord, il appartient à tout le Mali. Ce n'est pas seulement pour les parties du Nord du pays. Il appartient à tout le Mali. Donc, de Kaï à Labzanga, on devrait essayer de faire tout un plan, tout un programme de communication, d'information, de sensibilisation auprès des populations pour qu'elles sachent c'est quoi le contenu, c'est quoi les enjeux. Je pense que c'est ça qui manque. D'accord. Est-ce que tu penses également qu'il n'y a plus de problème entre les populations? Le problème, c'est surtout entre les acteurs. Il n'y a jamais de problème entre l'État. Il n'y a jamais de problème entre les populations. Il y a des gens qui voulaient créer des problèmes entre les populations. La SEMA, nous, on a demandé une gouvernance. On a voulu changer la gouvernance. On a voulu demander beaucoup plus de démocratie, beaucoup plus d'implication des populations à la base. C'est ce qu'on réclame. On ne cherche pas à exclure X contre Y. Mais si des gens pensent que c'est fait pour que contre X ou contre Y, ça c'est autre chose. Mais ça n'a jamais été ni l'esprit, ni la lettre de l'accord, ni encore moins celle des mouvements signataires. En réponse. Merci. C'est juste pour dire qu'il est difficile de concilier les positions des groupes armés et celles de la société civile. Parce que nous disons tout simplement que l'État du Mali, sinon le pouvoir du Mali, nous ne sommes pas au premier accord là. Il y a eu des accords qui n'ont jamais donné satisfaction. Et celui-là donnera encore moins de satisfaction. Nous en sommes sûrs. Pour la simple raison que l'État n'a d'égard que pour ceux qui prennent les armes. Quand il dit que la société civile a participé à Alger, on est habitué à ce montage-là. Le montage le plus grossier a été fait ici, lors de la conférence d'entente nationale. Elle a accouché de quoi aujourd'hui? Quelles sont devenues les résolutions de cette conférence? Donc ces montages-là, on est rempli là-dedans, on est rassasié là-dedans. L'État les a faits pendant les accords de Tamanga 7. Les populations n'ont pas été associées. Les pouvoirs se sont préoccupés toujours à sauvegarder leur petite place, là, leur petit temps qu'ils font. C'est le constat qui se dégage, malheureusement. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Quand nous voyons que les groupes armés se satisfont du fait qu'ils ne se tirent plus dessus et ils ne se préoccupent pas de ce que les populations vivent sur le terrain. Dites à mon frère, quel est l'individu qui peut prendre son véhicule de Tombouctou à Gundam aujourd'hui sans être agressé? Pas par des djihadistes, c'est les groupes armés qui commettent ces forfaits-là. Mais comme il y a des djihadistes, alors on fait porter aux djihadistes toute la situation. Mais en réalité, nous avons vécu plus de misère après la signature de l'accord qu'avant la signature de l'accord, monsieur. Il faut que les groupes armés, n'est-ce pas, se rendent compte de cela et qu'ils ne nous disent pas que l'accord avance. Les histoires de moque, les histoires de ceci ou de cela. Mais la vie sur le terrain, elle est intenable. Elle est intenable. Allez-y, demandez aux populations. Ils ne vous diront pas alhamdoulilah. Quand l'autre jour, les populations ont voulu simplement exprimer leur vote, ces mêmes groupes armés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait sur le terrain? Les gens n'ont pas voté, la plupart n'ont pas voté. Ce sont les groupes armés qui ont été chargés, n'est-ce pas, de remplir les urnes pour le compte du président de la République. C'est connu de tout le monde. Et quand ils nous disent qu'ils ont participé aux élections, mais vous avez participé comment? Vous avez participé parce qu'il y a un deal, un pacte entre vous et le pouvoir. Aidez-nous à arriver au pouvoir. Nous allons vous aider, n'est-ce pas, à réaliser vos objectifs. Et vos objectifs ne sont pas les objectifs des populations du Mali, encore moins des populations des régions du Nord. Il faut que ce soit clair. Mohamed Ould va répondre à ces questions. Vraiment, je pense que nous ne voulons pas de langue de bois et nous ne sommes pas là pour faire un procès pour qui que ce soit. Mais ce qui est certain, c'est que des accusations comme ce que notre collègue de la société civile vient de sortir, que ce sont les groupes armés qui attaquent les populations sur les axes routiers, ça c'est d'abord, je me porte à faux contre ces informations parce qu'elles sont totalement fausses. Les groupes armés ont fait tout pour sécuriser. Mais elles ne peuvent pas toutes couvrir toute la zone. Parce que nous avons un accord qui a pris du temps pour mettre en place
les services de sécurité et de défense sur tout le territoire. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'occasion de tirer sur les mouvements. Et puis d'abord, on n'accepte pas qu'on nous appelle groupe armé. Nous sommes des mouvements politico-militaires. Nous ne sommes pas des groupes. Hein. Et nous avons des revendications politiques. Et nous soutenons ces revendications politiques pour ces populations pour lesquelles, eux, ils pensent qu'ils sont là pour les défendre. Hein. Et moi, je pense que même la société civile, il va falloir la définir même pour savoir c'est quoi cette société civile, parce que ce n'est pas à chaque occasion qu'il faudrait essayer de dire qu'on n'a pas été impliqué, qu'on n'a pas été fait ceci, cela. Si vous regardez l'accord, il n'y a pas un aspect de la vie au niveau national, local qui n'a pas été touché et qui mérite que vous soyez société civile, que vous soyez société militaire, les retombées ou les dividendes de cet accord doivent bénéficier pour tout le monde. Ça va de soi. L'équité et les dividendes sont faits pour tout le monde. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'on essaie d'abord, nous, en tant que cadres, en tant que responsables, de parler le même langage. Ce n'est pas la peine de se tirer les uns contre les autres. Parce que ça, ce n'est pas constructif. Ça n'apporte absolument rien pour la stabilité, ni encore moins pour la cohésion entre les communautés. Parce qu'aujourd'hui, dire que ce sont ceux-ci qui font cela, d'autres sont victimes, je pense que tout le monde est victime, ou tout le monde est responsable de ce qui se passe sur le terrain. Même cette société civile, elle est responsable. Qu'est-ce qu'elle ne fait pas pour intoxiquer la situation? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour mal parler de cet accord? Qu'est-ce qu'elle a fait pour bloquer cet accord? On peut s'étaler là-dessus. Mais tel n'est pas l'objectif de ce débat. Ce débat, nous voudrons montrer aux gens qu'il y a une dynamique entre les partis maliennes qui cherchent à donner un coup d'accélérateur à sa mise en œuvre. La société civile ne doit pas être un blocage, elle doit être un complément d'effectif, un accompagnateur, un levier important. Mais si on essaie de se porter comme blanc-seing de l'autre côté et accuser les uns et les autres, c'est très facile comme rôle. Hein? Et moi, je pense que nous sommes venus pour essayer de mettre les doigts sur un certain nombre de points qui pourraient impacter réellement la paix au niveau national et au niveau local. D'accord. Fahad, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais juste signaler qu'on est arrivé à là parce qu'on a un problème de gouvernance et que cette gouvernance ne peut pas être améliorée par une partie au détriment de toutes les autres parties. Quant à l'implication de tout le monde au sein du processus, je voulais juste mentionner que nous, de la plateforme, nous ne sommes pas des belligérants avec l'État. C'est dans les soucis de l'inclusivité que la communauté internationale et nationale, au nom des populations, nous a permis de signer l'accord. Je mentionne aussi qu'en tant que structure politico-militaire, on n'a aucun bien appartenant à la structure. Tout ce qu'on a, des armes aux véhicules, aux combattants, tout appartient à des fractions, tout appartient à des communautés. Si tout de suite on n'a rien à faire, chacun va dans son campement. Donc nous agissons au nom de ces communautés qui elles aussi voulaient être là. Dans le monde entier, il faut voir, à chaque fois qu'il y a un problème de rébellion, c'est entre les rebelles et le gouvernement que ça se passe. Le gouvernement représente la République, sa société civile, politique et tout le monde. Est-ce des ex-rebelles ou toujours des rebelles? Normalement, c'est des ex-rebelles. Je parle de façon générale. Ok. Hein? À un moment, il y a des gens qui se sont rebellés. Maintenant, c'est des mouvements politico-militaires. D'accord. Ou bien on dit tout simplement les mouvements signataires. Et tout le monde se reconnaît aujourd'hui dans la dynamique de la paix. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer avec la paix? Vous avez compris que depuis la nomination du Premier ministre actuel, les choses sont en train d'évoluer positivement. Et même créer un département qui a la charge uniquement de la mise en œuvre de l'accord, c'est l'une des choses les plus positives qui sont arrivées ces derniers temps, parce que si vous avez suivi les 5 mandats de les 5 ans de ce régime, il y a une très grande instabilité au niveau du gouvernement. On change pratiquement le gouvernement chaque 8 mois. Il y a une sorte de plaisir interlocuteur.
D'accord. Les mouvements politico-militaires, comme vous le dites, appelés groupes armés par Sbeiti Agakado, qui pensent qu'aujourd'hui, ce sont certains de ces groupes armés qui mènent des attaques sur le terrain. Est-ce que cela n'est pas dû au fait que les groupes sont toujours armés sur le terrain? Pourquoi vous ne laissez pas les armes? Je vous remercie. D'abord, pour laisser les armes, je pense qu'il y a 2 points sur lesquels il n'y a pas eu d'entente entre le gouvernement et les partis. C'est-à-dire le concept de l'armée reconstituée. Il y a une partie qui tient à ce point. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il... Mon grand frère va être plus clair que moi là-dessus. Et le problème du quota, c'est-à-dire que si on dépose les armes, que feront des gens qui étaient en armes, qui va devenir militaire, qui va devenir civil. Je tiens quand même à dire, en ce qui concerne les banditismes et les vols, ils sont tous des enfants du milieu. Les voleurs à Gundam, c'est les enfants de Gundam, avant d'être dans une quelconque structure. Les enfants, les voleurs à Darambokar, c'est les enfants de là-bas. Je pense qu'il n'y a pas une situation aussi stable qu'on peut Donc vous êtes d'accord que cette insécurité est provoquée en partie par la population? Par l'absence surtout de l'État. D'accord. Cette situation est provoquée surtout par l'absence surtout de l'État, avant même de parler de l'autorité de l'État. Oui, mais au-delà des djihadistes et des terroristes qui mèneraient des attaques, certains habitants également font du banditisme, c'est ce que vous dites? Moi, je pense qu'en ce qui concerne les vols, les petits braquages, cette composante qu'on appelle les terroristes, que certains honorent par le terme djihadiste, tout le monde est d'accord que ce n'est pas elle qui vole la poche de quelqu'un, ce n'est pas elle qui prend le véhicule de quelqu'un. Ils aussi, ils ont leurs revendications politico-religieuses, ou je ne sais pas comment les qualifier. C'est surtout les enfants des localités, c'est surtout l'absence de l'État, c'est surtout une situation de laisser-faire qui s'est installée ces 6 dernières années. C'est elle qui contribue à la situation que dénonce notre frère Sbeiti. D'accord. Sbeiti, avant de vous donner la parole tout de suite, juste pour éclaircir les 2 points qui ont été soulignés par Fahad. Vous disiez que l'organe de mise en œuvre qui n'existait pas selon vous était une des difficultés. Aujourd'hui, il y a un ministère qui est chargé de cela, à savoir le ministère de la Paix et de la Cohésion sociale et de la Réconciliation nationale. Mais il a souligné 2 autres points. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, bon, avant d'expliquer ça, je veux toujours insister sur le fait que nous nous portons à faux contre l'accusation que les mouvements armés sont responsables de braquages sur les routes. Parce que nous battons plutôt pour la sécurité des populations. Et nous n'allons jamais être des éléments qui vont apporter l'insécurité pour ces populations. Donc, mais aujourd'hui, si la précarité, si le manque d'emploi, si le dénouement total pousse un certain nombre de populations, de personnes, pour partir poser des actes qui sont malsains, on ne peut pas le mettre sur le dos des mouvements armés. D'accord. Ça, il faut que l'on soit clair là-dessus, parce que c'est très facile de lancer des choses de ce genre pour dire que les mouvements sont responsables de ceci ou de cela. Ceci étant dit, par rapport à la question du portage institutionnel de la mise en œuvre de l'accord, on a dit que cette fois-ci, ça a été clair par ce nouveau gouvernement. C'est la première fois depuis 3 ans et demi que nous nous battons pour ça. Nous avons même fait un CSA extraordinaire en février 2017 pour revendiquer ou réclamer une mise en place d'une institution spécialement dévouée pour la mise en œuvre de l'accord, mais malheureusement nous ne l'avons pas eu. On a fait, comme l'a dit Fahad, on a fait un tâtonnement, on a essayé, on a changé 5 fois. Nous, on a connu 4 premiers ministres pendant la mise en œuvre de l'accord. Et 4 aussi, peut-être même 12 interlocuteurs ou 16 interlocuteurs pendant la même période. Et on ne savait pas situer les responsabilités pendant tout ce temps. Cette fois-ci, et comme il a dit depuis un certain temps, avec le Premier ministre, les choses ont été claires. On a essayé d'abord de voir comment est-ce qu'on peut créer une synergie à l'intérieur, au sein des acteurs maliens, de la partie malienne.
que ce soit les mouvements, le gouvernement, et ensuite s'entendre sur un certain nombre d'échéanciers qu'il faudrait même situer les responsabilités des uns et des autres et les moyens pour les mettre en œuvre. Et cette fois-ci, on a eu un ministère qui est spécialement dédié pour cela. Je pense que les choses vont bouger. D'accord, mais il y a deux blocages qui sont au niveau du quota. Et... Bon, le quota, c'est... Nous, on a, avant d'arriver au quota, en tout cas nous, au niveau de la SEMA, on a dit, et c'est l'accord qui le dit, il y a ce qu'on appelle l'armée reconstituée à redéployer dans les régions du Nord. Aujourd'hui, on ne peut pas amener n'importe quelle armée au Nord, même dans l'ensemble du pays. Il faudrait que la population se sente proche de cette armée, qu'elle se sente confiante de cette armée, qu'elle sente vraiment une partie de cette armée. Et dans l'accord, il est dit qu'il y a une démarche à faire pour que l'armée soit vraiment... Les mouvements doivent contribuer à amener leurs éléments, la SEMA, la plateforme, plus le gouvernement, à amener leurs éléments ensemble pour devenir ce que c'est que l'armée qui doit être redéployée au Nord. Et la majorité doit être les ressortissants de ces régions. Donc vous voulez que l'armée qui va sécuriser le nord du pays soit constituée par des ressortissants du Nord. Et les FAMA actuels. Mais est-ce que là, on ne remet pas en cause la mixité Si on parle de la mixité comme ça, je ne parle pas seulement exclusivement de SEMA et de plateformes seulement, mais vraiment qu'il y ait et la SEMA et la plateforme et aussi les éléments des FAMA. Mais est-ce que cela ne contribuait pas à détériorer la situation concernant l'unité du pays? Quand le Sud se dit on veut être sécurisé par le Sud. Ce n'est pas question de Sud ou de Nord. Regardez le MOC, le mécanisme opérationnel de coordination. C'est une question même de connaissance de terrain. C'est une question d'efficacité, d'opérationnalité et de même d'apporter une valeur ajoutée dans la sécurité et la défense du territoire. Il va falloir mettre les enfants du terroir. Que ce soit à Caille, que ce soit à Bamako, que ce soit n'importe où, il faudrait avoir cette approche où l'armée reflète vraiment les enjeux locaux, mais aussi les enjeux nationaux. Et c'est ça que l'accord dit. C'est l'esprit et la lettre de l'accord que nous voulons. Ce n'est pas une autre négociation. C'est quelque chose sur lequel nous sommes entendus. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Donc la question de quota disparaît. Une fois qu'on s'entend sur ce principe, c'est absorber l'ensemble, le potentiel militaire de la SEMA et de la plateforme dans cette armée reconstituée qu'on va redéployer tout au long du territoire. Et ça, si on l'a fait, même le centre pourrait être géré par cette armée et qui pourrait ramener aussi la sécurité et la cohésion au niveau de cette partie du pays. Au-delà de cela, est-ce que vous constatez d'autres obstacles? Moi, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut prendre et qu'est-ce qu'il faut laisser, parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à cette situation-là. Je m'en vais seulement commencer par dire que reconnaissons humblement que la situation que nous vivons et à laquelle nous n'arrivons pas à trouver de solutions a été concoctée, n'est-ce pas, et comme un boubou qu'on nous a porté. Il faut reconnaître cela. Quels efforts n'ont été faits par... Combien d'efforts, combien de blocages ont été faits par la communauté internationale pour empêcher à certains groupes armés de figurer dans les négociations, dont le groupe représenté par Fahad de la plateforme. Quels sont les obstacles, quels sont les problèmes créés aux autres groupes armés parallèles à la SEMA? Parce que la SEMA a été fabriquée, il faut le dire aussi, elle a été fabriquée pour venir, n'est-ce pas, nous imposer ce rythme-là. Alors, quand vous dites que les groupes armés sont des mouvements politico-institutionnels, mais tous les Maliens ont des revendications et qu'ils cherchent sans prendre des armes, pourquoi ces groupes-là sont dans l'obligation de prendre des armes tout le temps pour venir réclamer, comme si nous ne voulons pas une armée reconstituée, comme si nous ne voulons pas des institutions claires, comme si nous ne voulons pas une bonne gouvernance. Tous les Maliens ont besoin de la bonne gouvernance. Mais pourquoi ce sont seulement certaines minorités, certaines minorités des minorités qui prennent les armes? Parce que ce ne sont pas tous les Touaregs, ni tous les Arabes. Alors ça aussi, il faut qu'on se pose cette question-là. Donc arrêtons de mettre toutes les régions du Nord et tout le Mali dans un accord qui n'intéresse que des groupuscules. Il faut que ce soit clair. Des groupuscules qui ont en face d'eux un État faible, un État sans vision, un État complexé, un État qui ne se soucie que de la préservation de ses petits intérêts. Je reviens là-dessus. Sinon, il n'y aurait pas tous ces accords-là.
Mais vous êtes d'accord aujourd'hui que la mise en œuvre de cet accord-là est indispensable pour la parvenir mise à la en paix. œuvre de l'accord ne sera pas mise en œuvre tant qu'on va regarder tout simplement ces gens armés-là, que moi je qualifie souvent de hors-la-loi, parce que rien ne les autorise, la loi malienne ne les autorise pas à prendre les armes pour, n'est-ce pas, revendiquer. Moi je les qualifie d'hors-la-loi. Donc tant que les négociations, l'accord va se focaliser sur les partis, ces partis-là, deux armés et l'autre, n'est-ce pas, dans une position coincée, ça ne marchera pas. Ce que les Maliens veulent, les groupes armés le savent. L'État du Mali le sait. Pourquoi ils refusent? Ils refusent que l'ensemble des citoyens de ce pays-là se retrouvent et posent leurs problèmes. Parce que ce n'est pas le problème seulement de la CEMA, ni le problème de la plateforme, c'est le problème de tous les Maliens. Pourquoi on n'accepte pas qu'on pose le problème et qu'on en discute? Mais on fait des simulations en Algérie, on fait des simulations au centre de conférence, je ne sais pas moi, l'histoire de conférence d'entente nationale. Lui, il était là, il sait ce qui s'est passé. Il sait que c'est du blabla, n'est-ce pas? Pourquoi on le refuse? Donc tant qu'ils n'accepteront pas que ce pays-là est pour les Maliens, et c'est pour toutes les communautés, et c'est pour, n'est-ce pas, toutes les sensibilités, et que les accords ou les ententes de quelques partis ne vont pas amener les Maliens, n'est-ce pas, dans la logique que certains veulent. Elles ne nous amèneront pas dans ça. Vous l'avez vu tout de suite, on parle d'armée reconstituée, mais arrêtons, c'est un leurre. On veut constituer une armée régionale. Ça se fait où? Ni en France, ni en Amérique, nulle part au monde. Nulle part au monde, on n'acceptera pas des armées reconstituées. Il va répondre. La majorité seront constituées. Il va répondre. J'aime bien débattre avec la société civile de temps en temps pour essayer d'interagir dans l'intérêt et pour la cohésion et la paix. Mais je pense qu'il faut dépassionner un peu le débat. Il faudrait qu'on revienne à la réalité des choses. On peut avoir beaucoup d'éléments, des surcharges, des fantasmes. On peut fantasmer sur un ensemble de choses et faire des dégressions sans finir, mais ce n'est pas ce qui règle le problème. Aujourd'hui, il faut être objectif et faire face à la réalité et trouver des solutions idoines. Et nous sommes là, je pense, pour cet ensemble. Dire que la CEMA, par exemple, est quelque chose de concocté, fabriqué, forcé, je me porte à faux à ça. Et je ne veux pas essayer de m'attarder là-dessus ici, mais je n'accepterai pas, mon frère, je n'accepterai pas, mon frère, d'avancer des choses de ce genre par rapport à moi-même. Et je sais comment je suis constitué, comment je me suis fait. Donc, on ne va pas nous prêter des choses qui ne nous conviennent pas et qui ne collent pas à nous, ni à moi, ni à la plateforme. Je me porte à faux contre ça. Ceci étant, on ne désarme, c'est pas qu'on ne désarme pas. Mais nous sommes dans un processus de démobilisation, de désarmement et de réinsertion. Et ce processus, il a un calendrier. Nous, on a une feuille de route qu'on a signée. Il y a un ensemble de choses qu'il faut faire. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, il faut la souligner un moment. On a fait un très bon débat avec le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité sur les questions de l'armée reconstituée et les quotas en avril 2018 à l'hôtel de l'Amitié. Les conclusions sont bien sorties. Et à partir de là, il y a eu un calendrier qui a été décliné par l'ensemble des partis pour voir comment est-ce qu'on peut accélérer ce processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Et malheureusement, jusqu'à présent, nous ne sommes pas partis loin parce que tout simplement, on ne s'est pas entendu sur un certain nombre de quotas, comme il le dit, de comment l'armée reconstituée va prendre forme, quand est-ce qu'on va, quel est l'échéancier qu'on va faire. Donc, il y a un débat de fond qui doit se faire et je pense que ça va continuer. Les partis maliens aujourd'hui s'entendent de la nécessité de redéployer, de faire cette armée reconstituée et de la redéployer le plus tôt que possible. Et comme je vous l'ai dit, même les mécanismes opérationnels ne prennent pas trop de temps. On est déjà à la 27e session du comité civil de l'accord. C'est vrai. Hein, c'est-à-dire, tout ça c'est lié. Moi, je ne veux pas regarder dans le rétroviseur. Tout ça c'est lié à des problèmes que nous avons connus dans la mise en œuvre de l'accord par rapport au portage institutionnel de cet accord. Je vous l'avais dit. Mais aujourd'hui, ceci est derrière nous. Moi, je veux regarder un peu dans l'avenir. Je veux regarder de façon très proactive comment est-ce que les acteurs peuvent accélérer réellement la mise en œuvre de l'accord. Et le débat, l'ensemble, le travail est là. Il suffit seulement de mettre les acteurs ensemble et avec le pacte pour la paix, nous allons essayer d'identifier des priorités, nous donner des délais et dans 6 mois, on va se retrouver pour voir qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé. Et comme l'a dit le ministre chargé de la mise en œuvre de l'accord au cours du CSA,
on n'a jamais fait l'économie politique de cet accord. On ne sait pas combien ça coûte. Qui doit financer quoi et où. Et ça, cet exercice aussi n'est pas fait. Donc, justement, certains pensent que les acteurs n'ont pas intérêt à ce que donc, je vous la dis, paix non, je vous dis, revienne pour pouvoir... Non, bon, je vous dis, peut-être. Hein, mais moi, je ne veux pas... Nous, on ne se trouve pas, je suis sûr que Fad et moi, on ne se trouve pas dans ce camp. Nous, on se trouve dans le camp où on veut vraiment installer, restaurer la paix, stabiliser le pays. Et aujourd'hui, on a la volonté politique, en tout cas auprès du Premier ministre et de son ministre chargé de la coordination de la mise en œuvre de l'accord. Les acteurs aussi sont engagés. La communauté internationale veut nous accompagner. Les FAD vont partir bientôt à New York pour montrer que la partie malienne parle le même langage et ils vont aller dans ce sens. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'a qu'à regarder dans l'avenir comment est-ce qu'on peut réellement accélérer la mise en œuvre. Justement, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix. Ouais. Alors, quelles peuvent être les solutions pour que le Mali puisse retrouver cette paix et cette quiétude? Je laisse à Fad. Merci beaucoup. Moi, je pense que pour respecter la mise en œuvre de l'accord et s'inscrire définitivement sur le chemin de la paix, il y a un point primordial qui a été souligné par tout le monde sur lequel il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. C'est le point, vous savez, l'accord, c'est 4 thèmes, 4 sous-commissions thématiques. Défense et sécurité, politico-institutionnel, réconciliation et développement. C'est 4. Là où il n'y a pas eu vraiment de grandes avancées, c'est au niveau de défense et sécurité. Et ce qui bloque, c'est ce qu'on vous a dit, il n'y a pas eu d'entente. Je reconnais qu'avant de signer l'accord, l'accord, d'abord il faut comprendre que c'est la communauté internationale qui a exigé à ce qu'il soit signé tel. Sinon le gouvernement a des recommandations, la CEMA a des recommandations, la plateforme a des recommandations. Avant de signer, je me rappelle bien, il y a un certain nombre de points sur lesquels la CEMA a exigé de discuter, parmi lesquels le concept de l'armée reconstituée. Pour nous autres de la plateforme, ça ne nous pose pas de problème. Pour nous, s'il y a eu des intégrations de part et d'autre, si les femmes, ça devient l'armée reconstituée, mais ce n'est pas ça, c'est pas le cas au niveau de la CEMA. Maintenant, pour avancer vraiment, il faut avancer sur le point défense et sécurité. Il faut s'entendre, il faut aller vers un désarmement, une intégration, une recomposition de l'armée. Si on avance sur ce point, je pense que le reste suivra. D'accord. Je reviens aussi à ce que la détérioration de la sécurité, il faut le mentionner, c'est très visible depuis 2010. Donc la sécurité est détériorée. Ce n'est pas les mouvements signataires d'aujourd'hui qui peuvent entièrement porter le chapeau de cela. L'État était absent de la zone, l'État est toujours absent de la zone, et qu'il faudrait que nous tous nous donnions la main pour qu'on ait un État fort. Ce n'est pas à chaque fois qu'une partie n'est pas d'accord que ceux qui sont d'accord pensent que leur point de vue sera toujours le seul point de vue qui provoque. D'accord. Le président du CSA, Boutacha, a parlé de pacte de la paix. De quoi s'agit-il? Le pacte pour la paix, pour nous, ce n'est pas un nouvel accord, mais c'est vraiment encore une nouvelle détermination, un nouveau engagement pour toutes les parties à voir, dans par exemple cette feuille de route que j'ai, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et prioriser parmi ceci, sur une période de 6 mois, les gens s'engagent avec la communauté internationale pour dire on va mettre en œuvre ceci, cela, ainsi de suite. Et qu'à la fin du parcours, qu'on puisse évaluer ce qu'on a pu mettre en place, ce qui nous a empêchés, évaluer, apprendre de nos leçons et avancer encore. Je pense que c'est ça l'exercice qui se fait. Et ça, c'est vraiment une nouvelle détermination, c'est une sorte de booster un peu la mise en œuvre de l'accord. C'est pourquoi les Nations Unies, dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, 24-23, avait suggéré dans son alinéa 5 que les partis maliens se retrouvent pour essayer de discuter et se donner des échéances pour la mise en œuvre. Et ce n'est que ça. Il n'y aura pas d'autres éléments qui seront dans ce pacte en dehors de ce qui est dans l'accord ou dans les feuilles de route sur lesquelles nous nous sommes entendus. D'accord. Sbeiti Agakado, selon vous, quelles peuvent être les solutions? Les solutions, elles sont nombreuses. Seulement, entre autres solutions, il faut que l'État et la communauté internationale et les groupes armés arrêtent de penser qu'il n'y a que l'accord. Il n'y a que cet accord-là qu'ils ont signé. On n'a pas la même lecture des choses qu'eux. Il faut qu'ils comprennent cela. Et ce pays-là nous appartient à nous tous.
Ceux qui ont signé l'accord sont des Maliens, ceux qui ne l'ont pas signé, ceux qui sont contre, ceux qui vont continuer à le combattre sont les plus nombreux. Et c'est ça le péché que la communauté internationale, l'État du Mali et les groupes armés font. C'est leur péché. Ils refusent de regarder ce qui se passe autour d'eux. Ils refusent d'écouter les options des uns et des autres. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, ils doivent plus écouter la population? Or, ils le savent, ni la Bible, ni le Coran ne sont acceptés par le monde entier. Encore moins un accord, n'est-ce pas, je le répète, un accord stimulé, suscité, n'est-ce pas, par une communauté internationale. Et aujourd'hui, quelle est la solution? Une communauté internationale partisane. La solution, c'est de ramener l'accord aux Maliens. Et que ce ne soit plus des choses imprimées par la volonté de la France, la volonté des Européens. Donc il faut renégocier aujourd'hui. Il faut ramener. Si on ne le renégocie pas, les gens vont continuer à slalomer dans leur véhicule, à prendre des perdièmes de millions et à vivre. Ils sont contents d'ailleurs que ça continue. La communauté internationale est en train de construire des buildings pour un problème malien. Tout cet argent-là, au lieu de le mettre à la disposition des Maliens pour qu'on vive, non, ils viennent. La crise, il y a un cadavre qui est là, il faut s'asseoir sur ce cadavre-là et continuer à je ne sais pas moi. Est-ce qu'il est possible de renégocier? Farhad de répondre à cette question. Laissez-moi, vous m'avez donné la parole. Vous aurez la parole tout de suite. Vous aurez la parole tout de suite. Il va juste répondre à ça. Je ne suis pas passionné. Non. Je dis ce qui est en train de... Il va juste répondre, Sbeiti, et vous aurez la parole tout de suite. Répondez. À quoi? Vous vouliez répondre tout de suite par rapport à sa déclaration qui est qu'aujourd'hui il faut renégocier l'accord. Pas que renégocier l'accord. L'accord, il est comme tel. C'est une exigence de la communauté internationale. Si je répète le secrétaire général... Mais est-ce que c'est une exigence des Maliens? Je répète, le secrétaire général des Nations Unies dit qu'il n'y a pas un plan B, il n'y a que l'accord. C'est tout le monde qui dit cela. Et nous-mêmes, Dieu seul sait que ce n'est pas parce qu'on le considère parfaitement, on sait que c'est ça l'accord. Est-ce que vous l'acceptez parce que vous êtes convaincu ou est-ce que vous l'acceptez parce que la communauté internationale l'exige? Il est arrivé un moment où les choses étaient tellement détériorées que c'est tout le monde qui nous a aidés. Je signale sur la question du pacte, quand même, au niveau de la communauté internationale même, il y a une certaine impatience. L'accord prend du temps pour sa mise en œuvre. C'est ce qui a amené la signature de documents comme les partis maliennes démontrent leur bonne foi pour avancer dans la mise en œuvre de l'accord. D'accord. Il nous reste 3 minutes, 1 minute pour chaque invité. On va commencer par Sbeiti. Vous m'avez pris mes minutes, malheureusement. Poursuivez avec les solutions. En fait, les solutions, il faut que les uns et les autres répondent, particulièrement les groupes élus, n'est-ce pas, dans tous les organes de l'accord. Pourquoi ils pensent que certaines communautés doivent être plus représentées que d'autres communautés? Il faut qu'ils nous répondent à ces questions-là. Et pour qu'il y ait la paix, il faut qu'ils acceptent que la chose est inclusive. La gestion du Nord, la gestion du Mali doit être inclusive et qu'elle ne doit pas être l'apanage de certaines communautés. Ils savent ce que je suis en train de dire. Il faut, encore une fois, j'ai dit, ramener l'accord aux Maliens. Il faut exiger tout simplement que le Mali soit au cœur, n'est-ce pas, de la résolution de cette histoire-là. Qu'on arrête de nous dire la communauté internationale est exigeante. Le Mali est souverain. Le Mali est souverain. Le Mali n'est pas aux ordres d'un groupe d'individus qui veulent, n'est-ce pas, qui sont portés par une communauté internationale qui vise nos ressources, c'est très clair. D'accord, merci. Et tant qu'on ne ressortira pas de cela, ça ne marchera pas. À vous, Mohamed Ould Mahmoud. Moi, je veux d'abord, avant de donner ma conclusion, clarifier, dire que, par exemple, nous, à la CEMA, nous étions les derniers à signer cet accord. On n'acceptait pas, je prends Fad en témoin, on n'a pas voulu le signer parce qu'il ne portait pas nos revendications dans la globalité. Mais on est parti, on a partagé. 30 secondes. On a partagé cet accord avec les gens, on l'a fait porter par les populations, et c'est en ce moment qu'on a accepté de venir paraffer, de signer. Et aujourd'hui, nous sommes l'un des plus grands défenseurs de cet accord. Pas parce que tout simplement on nous l'impose de l'extérieur, mais parce que nous pensons qu'il porte un certain nombre d'aspirations des populations au niveau national. D'accord. Peut-on s'attendre à sa mise en œuvre intégrale dans les 6 prochains mois? C'est une minorité des populations. Est-ce qu'on peut s'attendre à sa mise en œuvre intégrale? On peut Sbeiti, s'il vous plaît. Nous, on exige sa mise en œuvre intégrale, hein, pour tous les Maliens. Et malheureusement, hein, mon ami Sbeiti, il est un peu passionné. Nous, on cherche
On cherche ça pour toutes les populations. D'accord, merci Fahad, à vous. Très court, solution. Moi aussi, je signale que c'est avec un grand bonheur que j'assisterai à la fin de ce processus. Mais est-ce que c'est pour bientôt? Est-ce que c'est dans les 6 prochains mois? J'espère que ça sera fait au moins dans les 9 prochains mois. Et je sais que toutes les difficultés peuvent être surmontées. Et nous espérons qu'à jamais nous serons... Est-ce que vous pensez qu'avec l'État, le régime actuel, les choses vont beaucoup plus avancer? Je pense qu'avec l'équipe actuelle, les choses vont beaucoup avancer. Merci. Et c'est ce qui met fin à ce débat. Le thème Accord pour la paix, quel obstacle à la mise en œuvre? Nos invités, Mohamed Ould Mahmoud, porte-parole de la coordination des mouvements armés CMA, Fahad Ag Al-Mahmoud, secrétaire général du Gacha, membre de la plateforme, Sbeïté Ag Akado, représenté la société civile. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Phili Dambélé et Gagny Kanté. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro de Grand Dialogue et bonne fête de la paix pour tous. Merci. Merci. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.